Le micro fonctionne, très bien. Bonjour à tous. Jacques, merci de me passer la parole. Tu m'as transmis un petit message d'essayer de tenir en 50 minutes. Donc, je transmets tout de suite le message à mes partenaires, parce que c'est surtout eux qui vont devoir contrôler leur temps de parole. Moi, je vais donc introduire et modérer cette table ronde dont l'objectif est ambitieux, puisque le titre, ni plus ni moins, quel projet et quelle technologie au service de la souveraineté économique européenne. Donc on a 50 minutes. Voilà. Donc je vais faire une introduction très brève et tout de suite passer la parole sur le sujet de la souveraineté, dont j'ai bien noté qu'il était au cœur de l'introduction du président Eric Woerth tout à l'heure, qu'il a évoqué à plusieurs reprises. Donc sans plus tarder, pour entrer directement dans le vif du sujet, je passe la parole à Claudine, comme représentante de la Banque de France, pour nous donner la vision et les enjeux vus du côté de la Banque de France sur ce sujet de souveraineté. Claudine. Merci beaucoup Bertrand, j'espère que vous m'entendez bien. Donc effectivement, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention les interventions précédentes. Je dois dire, dans le domaine des paiements, qui est mon domaine de prédilection, il y a actuellement énormément d'évolutions qui sont de plusieurs ordres et qui appellent en tout cas les banques centrales à se poser des questions par rapport à cette question de souveraineté effectivement monétaire. Donc les drivers, on peut dire, sont de plusieurs natures. C'est vrai qu'on a pu constater une digitalisation accrue des moyens de paiement, avec une évolution encore plus marquée depuis la crise sanitaire. Donc on a eu une augmentation entre 2019 et 2020 de l'ordre de plus de 130% des paiements sans contact. À l'inverse, on a pu observer un recul nouveau du chèque et également de l'ordre de 30% pour tout ce qui est carte bancaire classique. Donc un développement de nouvelles méthodes de paiement, source aussi d'efficacité d'un côté pratique pour l'usager final. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément a été vraiment, et on en a parlé assez longuement dans les précédentes interventions, a été l'apparition de ces nouveaux acteurs, donc les big tech, qui sont venus, qui viennent proposer des nouveaux services. Donc un driver aussi très important et qui constitue un véritable aiguillon aussi. Et le troisième volet est l'apparition de nouvelles méthodes de paiement, de nouveaux actifs de règlement. Donc on a parlé des cryptoactifs, on a parlé aussi des stablecoins, et aussi l'émergence de monnaies numériques de banques centrales avec des projets qui se font jour, notamment avec des monnaies numériques de banques centrales à l'étranger. Donc, pour ne parler par exemple que de la Chine, avec un projet de lancement à l'horizon des prochains Jeux Olympiques. Donc, on va dire des challenges extrêmement importants pour les banques centrales. Et ces trois drivers font qu'effectivement, il faut se poser la question de surtout la pérennité de l'ancrage du système dans la monnaie de banque centrale. La monnaie de banque centrale, c'est celle qui est émise par la banque centrale, qui est garantie, qui est au passif de son bilan. Et il est important de pouvoir préserver ce rôle et de ne pas laisser se créer, on va dire, de la fragmentation avec des actifs qui ne sont pas sûrs. Pour autant, il faut savoir aussi se projeter dans l'avenir et participer aussi à ce rôle en fait d'innovation. Donc la Banque centrale, elle évolue dans un écosystème, elle doit elle aussi évoluer dans ses méthodes, dans ses façons de travailler. Et on le verra au travers de diverses initiatives par la suite. Mais effectivement, donc il y a plusieurs volets qui sont possibles. Alors bien sûr, il y a tout d'abord le volet de la réglementation. Il s'agit quand même de bien encadrer tout ce qui peut être actif, actif de règlement, donc avec effectivement le projet de règlement MiCA qui va être vraiment déterminant en la matière pour encadrer tout ce qui est cryptoactif. Il y a aussi au plan international toutes les préconisations qui peuvent être données par les instances internationales.
Et il y a aussi voilà, le rôle vraiment des banques centrales et des régulateurs de manière générale à se coordonner, à travailler ensemble pour éviter justement de créer on va dire des fuites et des risques de déstabilisation du système au niveau international. Et idéalement, et ça fait partie aussi des réflexions de la Banque des règlements internationaux, c'est peut-être aussi réfléchir aux moyens d'avoir une action coordonnée en la matière. Donc voilà, une action en tout cas des banques centrales qui est vraiment déterminante pour la préservation de la stabilité financière et pour permettre donc aux citoyens aussi de bénéficier de moyens de paiement innovants, nouveaux, tout en les protégeant. Donc je crois que ce sont les enjeux clés en la matière. Merci Claudine. Pierre, dans le cadre de la préparation de cette table ronde, on avait évoqué aussi l'idée de développer ce point concernant la souveraineté européenne, les projets en cours à venir. Je vous passe la parole. Oui, tout à fait. Écoutez, merci. C'est vrai que c'est un des sujets majeurs aujourd'hui dans l'écosystème des paiements, ce sujet de souveraineté. Alors, ce n'est pas complètement nouveau, hein, ça fait depuis des années qu'on parle de souveraineté des paiements. Peut-être une première remarque, c'est que quand on a souveraineté européenne, c'est important de souligner que voilà, cette souveraineté, elle s'envisage aujourd'hui sur un aspect européen, sur une dimension qui est régionale, qui est européenne. Ça se voit aussi au regard de ce qui se passe aux États-Unis, en Chine. Donc c'est cette dimension européenne. Et donc en fait, quand on parle de souveraineté européenne dans les paiements, il y a un point qui est important, c'est l'intégration européenne aussi. Donc il y a un ensemble de projets qui ont été conduits au fil des années sur des marchés européens plus intégrés. Mais on le sait tous aussi, on a aujourd'hui une très grande variété des moyens de paiement par pays. On a encore une très grande hétérogénéité dans la manière d'utiliser les moyens de paiement, dans les habitudes, que ce soit pour payer en magasin ou pour payer à distance. Et clairement, de mon point de vue, on arrivera à avoir une vraie souveraineté européenne quand on aura une certaine intégration, une certaine convergence qui est en cours hein, sur les paiements en Europe. Alors peut-être pour ça, ça démarrait à peu près en 2008, hein, cette idée d'intégration du marché européen, avec les initiatives autour du SEPA, qui ont été... il y a peut-être d'autres initiatives plus anciennes, mais en tout cas celles qui concrètement ont changé les choses, ça a démarré en 2008 avec le SEPA, avec le virement, avec le prélèvement qui ont été harmonisés à l'échelle européenne. Puis ça s'est un peu accéléré, on va dire en termes de rythme. Bon, on a mis peut-être 5 ans pour réaliser ces transformations. On voit que c'est des migrations qui sont très significatives pour passer sur des formats européens. Plus récemment, on a eu 2 étapes vraiment majeures avec la DSP2, bien entendu, puis les règles autour de tout ce qui est initiation de paiement. On a l'instant payment, finalement, ça date de 2017. Et aujourd'hui, on utilise tous plus ou moins de l'instant payment, alors encore dans des cas d'usage assez réservés. Mais c'est une vraie infrastructure, un vrai standard européen qui est uniforme, qui est instantané, donc qui correspond vraiment aux besoins du futur. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'en termes d'intégration et de souveraineté européenne, il n'y a jamais eu autant d'initiatives. C'est très orienté et poussé, encouragé par les pouvoirs publics européens, et c'est une très bonne chose. Donc aujourd'hui, on a une feuille de route qui est très claire, qui a été publiée par la Commission européenne, c'est la Retail Payment Strategy, et clairement, ça va faire beaucoup avancer le sujet de la souveraineté. Et puis, on a des projets qui sont assez variés, tous d'actualité, qui avancent voilà, au rythme auquel peuvent avancer des projets de cette complexité. On va revenir, je pense, sur le projet EPI. On a parlé de l'euro numérique, on va revenir dessus. On participe de notre côté au Request to Pay, qui est un nouveau scheme européen aussi qui vient de se lancer. Donc, on voit que voilà, il y a un chemin important qui a été fait, qui va vers une intégration du marché européen, des règles communes, des infrastructures communes. Et c'est ça les enjeux de souveraineté et comment est-ce qu'on arrive à les faire avancer. Merci Pierre. Faustine. Chaque fois, pardon pour l'erreur. Pour compléter ces points de vue et donc aussi présenter l'association ADAN dont tu es présidente depuis assez peu, quelques mois. Donc peut-être une présentation de l'ADAN et puis un développement autour en rebond sur ce qui vient d'être dit sur les problématiques de souveraineté monétaire.
Alors effectivement, on est une jeune association et je suis encore plus jeune présidente. On a été créé en janvier 2020 pour représenter toute l'industrie des cryptoactifs, qui est une industrie très, très dynamique et en grande croissance en France. C'est pour ça que ça me fait relativement mal quand j'entends que les cryptoactifs sont fondés sur rien. Mais c'est peut-être justement parce que cette industrie est assez peu connue. Du coup, je vais essayer effectivement de vous expliquer qui sont les acteurs que nous représentons à la DAN et qu'est-ce qu'ils portent, et y compris en matière de souveraineté. Donc, les technologies blockchain et cryptoactifs, vous le savez, c'est très récent, hein, c'est 10-12 ans, et donc l'industrie naturellement française et internationale finalement est très jeune aussi. Donc le premier acteur français de ce secteur, c'est 2011, c'est une plateforme qui s'appelle Paymium, mais depuis on le voit, il y a une croissance vraiment exponentielle de ce secteur. C'est donc une industrie jeune dont les caractéristiques, c'est des structures plutôt de petite taille, donc avec des petits effectifs, mais qui grossissent réellement. Et on l'a vu avec une étude récente entre juillet 2020 et juillet 2021, c'est plus 118% d'offres d'emploi dans le secteur qui ont été publiées. C'est aussi une adoption en forte croissance de la part du public français. Il y a également une étude qui est parue, il me semble, hier, qui montre que l'Europe est passée devant en termes de continent en matière d'adoption, devant l'Asie, comme ça l'était les années auparavant. Et la France, derrière le Royaume-Uni, est le deuxième pays où les cryptoactifs sont les plus adoptés en matière de volume d'échange et de négociation. Donc c'est à peu près, on le pense, 7%, on le sait de données internes à nos membres, 7% de Français qui ont aujourd'hui des cryptoactifs dans leur portefeuille, plus ou moins diversifiés, ce qui représenterait 600 millions d'euros au total. C'est une industrie en fait qu'on connaît particulièrement par rapport à l'activité de plateforme d'échange, parce qu'on entend beaucoup effectivement parler de la spéculation sur les cryptoactifs. Néanmoins, l'industrie est beaucoup plus protéiforme que ça. On a des acteurs, effectivement, tout ce qui va être marché, qui sont des acteurs aujourd'hui réglementés en France et qui vont l'être demain, dans quelques années, par notamment la réglementation MiCA que vous évoquiez. Il y a beaucoup d'initiatives dans le paiement, dans le déploiement de services financiers dits décentralisés, et également des acteurs qui vont être beaucoup plus techniques. Parmi certains, on les connaît très bien, notamment Ledger, qui vont vous permettre de développer des protocoles, des applications, la sécurisation de vos cryptoactifs, et de plus en plus des entreprises traditionnelles qui vont s'intéresser, notamment l'accompagnement juridique, puisque pour les acteurs français, c'est une question qui se pose depuis 2019 avec l'instauration de la loi Pacte, et d'un régime pour ces prestataires de services sur actifs numériques. Donc une très belle industrie qu'il faut encourager, puisque c'est ce que je vous disais, elle est plutôt à ce stade composée de petits acteurs en maturation et qu'il faut encourager. Et il y a effectivement plusieurs volets qui permettraient de l'encourager, dont le volet réglementaire. Je ne sais pas si on y reviendra plus tard, entre ce qui existe en France et ce qui existe en Europe. Il y a certainement là des opportunités à saisir et à ne pas manquer. Si je dois juste revenir, parce que ça a été plusieurs fois évoqué sur l'euro numérique notamment, donc effectivement là il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent, et notamment depuis le projet annoncé par Facebook de sa propre monnaie, le Libra, qui a été rebaptisé Diem depuis. C'est à partir de là qu'on a vu les réflexions, alors au niveau de la réglementation et des banques centrales également, ces réflexions s'accélérer. On a effectivement besoin d'euros numériques pour le déploiement de ces services réellement innovants. Alors il y a plusieurs formes. Il y a effectivement l'euro numérique émis par la Banque Centrale Européenne, qui est quelque chose qui devrait arriver dans les années à venir, mais il faut regarder aussi ce qui existe déjà en matière justement de stablecoin euro, mais malheureusement beaucoup plus aujourd'hui stablecoin dollar. Si vous regardez ce marché des jetons stables, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas défini ce qu'était stablecoin. C'est contrairement à des actifs justement très volatiles, c'est des actifs qui sont indexés sur des monnaies, donc qui sont très stables, sur de l'euro, sur du dollar. Mais effectivement, sur ce marché, c'est 99% plus des stablecoins qui sont libellés en dollars, et le reste, c'est de l'euro, du yen, etc. Donc on a un énorme retard par rapport à ces initiatives privées de monnaie numérique, je dirais, et d'euros numériques. Il y a une entreprise française qui a émis un stablecoin euro qui a été lancé en mars, qui s'appelle le Loog. C'est la première entreprise française à le faire. C'est vrai qu'il y a des contraintes réglementaires importantes qui ne permettent pas forcément le déploiement au-delà d'un réseau limité à ce stade, et qui justement il faut encourager. Et pourquoi ? Parce qu'on a déjà donc ce marché du stablecoin dollar qui est complètement hégémonique, et parce que c'est sur ces stablecoins que reposent toutes ces nouvelles innovations, notamment de finances décentralisées,
qui ont plusieurs vocations, à la fois l'inclusion bancaire et financière, et effectivement apporter une certaine amélioration dans le système financier actuel. Donc il faut absolument encourager ça, et que à la fois cette initiative de la Banque centrale européenne et ces acteurs privés qui développent des stablecoins soient dans un écosystème complémentaire. Et il ne faudrait pas, c'est notre crainte, à la fois par la réglementation et peut-être ce qu'on entend notamment de la BCE, que les stablecoins euros soient amenés à être remplacés par l'euro de la Banque centrale. Ce sont des besoins complémentaires. On a besoin de ces stablecoins aujourd'hui, ils existent déjà. La monnaie de la Banque centrale européenne, cet euro, s'il arrive, c'est dans 5 ans au plus tôt. Donc il faut absolument, dans l'attente, et pour notre souveraineté monétaire et pour ne pas dépendre des stablecoins dollars, et pour que les acteurs français se reposent sur des stablecoins euros pour le développement de leurs services, il faut encourager ces initiatives privées. Merci beaucoup. Hervé, pour finir ce premier tour de table autour du sujet de la souveraineté, j'ai remarqué qu'on avait assez rapidement dans les interventions associé réglementation à souveraineté. Donc peut-être pour les acteurs de l'ESN, les entreprises de services du numérique, dont vous êtes un des acteurs, est-ce que vous pouvez développer ce point autour de la problématique de la réglementation, et notamment sur ces acteurs-là? Oui, peut-être avant préciser que dans l'écosystème qu'on représente tous là aujourd'hui, j'ai une toute petite part, enfin je ne représente qu'une toute petite part, qu'on appelle prestataire essentiel de services externalisés. Et qu'à ce titre-là, on est plutôt dans des tendances ou dans des réflexions qui vont porter sur tout ce qui va avoir attrait à des parcours de nos entreprises financières qui veulent aller vers du service managé, qui veulent aller vers du cloud, privé ou autre. Donc c'est dans cet ordre-là où on va retrouver justement la nature de votre question, qui est plutôt aujourd'hui plus de l'incitation. Aujourd'hui, l'autorité bancaire européenne, elle incite un établissement à partager 3, 4, 5 mots-clés qui vont être la sécurité de la data, la sécurité du système, la localisation de la data, les accès, leurs audits, etc., etc. Donc ça va tourner autour de ces recommandations qui sont plus ou moins fortes, hein, bien entendu, et que chaque établissement porte vis-à-vis de prestataires comme moi ou d'autres, bien entendu. Aujourd'hui, ça change. Pourquoi? Parce que c'est pas demain ou après-demain, c'est vraiment dans l'instantanéité. Fin 2021-2022, il y a un objectif européen qui est quand même d'améliorer la résilience opérationnelle. Donc il y a un projet qui s'appelle DORA, dont vous avez certainement entendu tous parler, et qui est extrêmement important puisqu'elle va demander aux établissements financiers d'améliorer leur gouvernance sur les acteurs que nous représentons, mais surtout sur le fait que le risque, il n'est pas que financier, il n'est pas que dans le métier, il est aussi sur la high-tech, sur la techno, et qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de cybercriminalité tout à l'heure, ça en fait partie, mais il n'y a pas que, il y a aussi les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les nouvelles plateformes, qui induisent des risques extrêmement importants aujourd'hui pour un établissement financier, et qui étaient bien entendu traités aujourd'hui, mais individuellement, sans avoir cette cohérence aujourd'hui que souhaite avoir l'Europe là-dedans. Donc pour des acteurs comme nous, bien entendu, ça nous régit de plein droit. Aujourd'hui, on était sur des incitations, on les relevait, hein, on n'était pas autistes, mais maintenant, on n'a plus le droit de dire à notre client, à notre futur à notre prospect financier, que ce sont des sujets annexes. Ça doit faire partie de l'ADN de l'offre, ça doit faire partie de notre savoir-faire. Ça existe, hein, je vous rassure, hein, on ne va pas tout construire après-demain pour répondre à ce genre de réglementation, mais on va partir de toute façon sur nos acquis, sur les fondamentaux de notre ADN pour fournir ces particularités et qui seront managées par les directions générales des banques, puisque ça sera à eux qu'il sera demandé de faire ce travail-là, et plus particulièrement de travailler sur la validation que son prestataire est aussi dans la même marque de fabrique, et dans les mêmes objectifs de sécurisation de la résilience opérationnelle. Merci Hervé. Effectivement, il y a une sorte de continuité dans un système qui s'ouvre. On a évoqué les mots-clés d'open banking dans la précédente table ronde, d'interdépendance entre les acteurs, de risques divers et variés.
la réglementation réintroduit une sorte de continuum en fait, entre les acteurs historiquement régulés et les prestataires qui deviennent particulièrement essentiels, enfin qui le sont et qui le seront encore plus, donc, compte tenu de ces enjeux d'interdépendance et de risques potentiellement systémiques aussi. Alors, on a abordé ce premier tour de la table ronde sur la souveraineté, la réglementation. Alors, si on descend, Pierre, maintenant un peu plus concrètement et illustrer ce qu'on évoquait en première partie autour et rejoindre la question qui nous est posée, c'est-à-dire les projets, les technologies justement qui vont pouvoir être au service de la souveraineté que l'on évoquait. Est-ce que vous pourriez, pour initier cette deuxième partie de la table ronde, développer ce point-là, et puis bien évidemment je solliciterai les autres participants pour rebondir sur ces sujets. Oui, volontiers. Alors, si on en vient, enfin, je poursuis le raisonnement et la vision d'ensemble sur ce panorama des acteurs, puisque c'est important aussi pour avoir une souveraineté européenne, d'avoir des acteurs qui ont une dimension européenne. Ça, c'est clairement, voilà, on a parlé de la réglementation, mais il y a aussi l'industrie. Là aussi, en prenant un peu de recul, on voit qu'il y a une accélération extrêmement forte en fait, sur tous les acteurs vers une européanisation, une dimension européenne qui est de plus en plus prégnante. Alors, si on parle des banques, tout d'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui les banques exercent principalement leurs activités dans un cadre national, mais on voit que toutes les néobanques, y compris au sein des grands groupes bancaires, se penchent aujourd'hui sur un déploiement qui est européen. Et donc nativement, on va dire, des banques comme Revolut, par exemple, sont européennes, sont présentes sur plusieurs pays. Quand on prend Compte Nickel, par exemple, au sein de BNP Paribas, c'est une initiative en France, mais qui se développe aussi dans d'autres pays. Donc on voit qu'on a des acteurs qui prennent une dimension qui est européenne progressivement. Et ça, c'est un point qui est essentiel pour avoir une vraie souveraineté européenne. Quand on prend d'autres types d'acteurs, typiquement les acteurs, les industriels ou les spécialistes du paiement, on a eu là, voilà, pareil, en 18 mois ou 24 mois, une consolidation extrêmement forte du marché à l'échelle européenne, puisqu'on a deux très grands acteurs qui se sont consolidés autour de Worldline, avec le rachat d'Ingenico, qui même avait déjà racheté beaucoup de sociétés. Donc on a un acteur qui a vraiment une dimension européenne, qui s'est fait par acquisition d'acteurs historiques qui sont consolidés. Je rappelle Equans, Worldline, Six Payment, et puis aussi toutes les acquisitions d'Ingenico. Et puis par ailleurs, on a un autre pôle qui s'est créé avec Nexi et SIA en Italie, qui a racheté Nets. Et donc on est aussi sur un deuxième acteur réellement de nature européenne pour le traitement des paiements. Donc ces acteurs ont un rôle important à jouer dans des initiatives européennes sur lesquelles on va venir. Si on prend des fintech, donc des acteurs plus récents par rapport aux banques ou par rapport aux industriels, là aussi on voit qu'on est sur une dimension qui, c'est vraiment les 2 dernières années, qui est vraiment européenne. Aujourd'hui on a beaucoup de fintech qui, évidemment ça prend du temps avant de démarrer, d'atteindre une certaine masse critique, mais quand on regarde des activités comme celle d'Adyen ou bien de Klarna, les levées de fonds qu'ils ont réalisées, c'est pour prendre une dimension, si ce n'est mondiale, mais déjà intégrée à l'échelle européenne. Donc le marché s'est structuré et on a cette présence européenne qui permet de conduire et de traiter des infrastructures qui vont être plus harmonisées. Et on parlera tout à l'heure du projet EPI, je pense, plus en détail. Mais clairement, c'est des acteurs qui vont pouvoir porter cette transformation des paiements à une échelle européenne. Et donc, je réinsiste sur ce sujet de diversité actuelle des paiements. Mais on voit que la réglementation, les acteurs sont en avance. Et donc, on anticipe aussi sur les 5 prochaines années une convergence beaucoup plus forte des usages et puis des moyens de paiement à l'échelle européenne. Merci. Claudine, je reviens vers vous. On a déjà un peu prononcé le mot monnaie numérique de banque centrale. Donc justement, c'est une illustration des projets qui sont en cours et qui vont se poursuivre. Tout à fait, un très grand projet donc, qui a été lancé par le Conseil des gouverneurs le 14 juillet. Donc, qui marque donc, le coup d'envoi d'une phase d'investigation pour l'euro numérique. Donc, l'eurosystème n'est pas en retard par rapport donc à d'autres on va dire, zones majeures en la matière, et au contraire, plutôt fer de lance avec, on en parlera tout à l'heure, des expérimentations en plus qui sont faites de manière très concrète pour nourrir la réflexion.
Donc ce projet de phase d'investigation, donc qui sera la première phase avant la décision ou pas, de lancement de l'euro numérique, c'est vraiment un projet de grande envergure. Et l'idée, c'est d'examiner toutes les facettes de l'euro numérique en intégrant tous les acteurs du paysage et de l'écosystème. Donc ça, c'est un aspect vraiment important. Je crois qu'on a déjà échangé sur ce point. Il est très important de savoir quels sont les besoins, quelles sont les attentes, quels sont les cas d'usage, notamment de l'euro numérique. Pourquoi faire, pour qui, comment. D'avoir aussi la détermination aussi du modèle économique, de la manière dont cet euro numérique aussi va être contrôlé, de la traçabilité. Donc il y a beaucoup de questions aussi autour de la protection des données, mais aussi de réfléchir au modèle justement d'émission et de distribution. Et je dirais, la Banque de France défend un modèle, on va dire, bien intermédiaire, où les banques ont pleinement égard de leur place, parce que ce n'est pas le métier de la Banque centrale de faire de la distribution directe auprès des utilisateurs, particuliers ou entreprises. Et donc que les banques gardent pleinement ces fonctions. Et aussi, sans doute, pour la partie front-end, de garder la sphère privée qui sait parfaitement le faire pour effectuer cette distribution. Donc, chaque acteur doit pouvoir trouver sa place pour un modèle efficient. Donc ça va être une partie très importante. Alors, il y a d'autres volets, bien sûr. Il y a le volet technologique qui n'est pas moindre. Il y a aussi les aspects légaux, puisque il faut que la monnaie numérique ait cours légal, et pour l'instant, elle n'existe pas. Donc, il faudra réviser les textes. Mais ce qui est très important, effectivement, c'est cette acceptation par les usagers et cette intégration des acteurs. Alors effectivement, pour les cas d'usage, il y en a potentiellement beaucoup. Je dirais, à la Banque de France, donc, nous avons participé soit dans le cadre d'expérimentations communes avec d'autres banques centrales de l'eurosystème et la BCE, sur des expérimentations donc, plutôt orientées retail. Donc ça a été un premier volet qui a permis d'avoir déjà une idée de l'utilisation des nouvelles technologies. Et la Banque de France a par ailleurs conduit des expérimentations sur la partie wholesale. Donc ça n'est pas un point qui a été retenu à ce stade par le Conseil des gouverneurs. Donc la réflexion suit son cours. La priorité étant donnée à l'euro numérique de détail. Néanmoins, pour ce qui concerne cette expérimentation, à la Banque de France, on a estimé que c'était absolument vital de pouvoir avoir une approche du type learning by doing, avec les équipes donc de l'informatique, avec aussi des partenaires externes. Hein. Donc il y avait une consultation qui avait été lancée, je crois un appel d'offres en mars 2020, ou même sans doute un petit peu avant, et qui a résulté dans des partenariats qui ont été noués. Et à ce stade, pour l'instant, donc, il y a eu 9 expérimentations qui ont été réalisées. On doit en réaliser, on a encore 2 autres en cours, pour justement expérimenter les cas d'usage pour la monnaie numérique wholesale. Et il y a aussi un aspect important donc, que l'on souhaite explorer. Donc, on a fait notamment aussi des expérimentations non seulement d'achat-vente de titres cotés, mais aussi sur des supports non cotés, en utilisant des blockchains, donc blockchain public, blockchain privé, donc pour voir effectivement ces comportements. Et ces expérimentations ont été très enrichissantes et satisfaisantes, donc du point de vue technique et du point de vue de l'efficience. Après, effectivement, il y a l'aspect transfrontière qui va devoir être exploré un petit peu plus avant, alors avec peut-être l'interopérabilité avec d'autres plateformes, pour participer, pourquoi pas aussi à une efficience accrue des paiements transfrontières qui, comme on le sait, sont quand même actuellement encore très coûteux, très longs à mettre en œuvre.
Et donc l'idée, ça serait donc d'alimenter la réflexion donc plus générale de l'eurosystème sur ces cas d'usage possibles et dans le futur. Donc voilà, des expérimentations extrêmement concrètes. Donc tout le monde est une équipe assez conséquente et mobilisée là-dessus. Effectivement, voilà, on ne sait pas encore les fonctionnalités techniques. Hein, on va explorer tout ce qui est envisageable avec l'eurosystème. Tout est ouvert, mais la question centrale va être effectivement la préservation du rôle de l'ensemble des acteurs. Merci. Et pour conserver la parole, Claudine, puisque on enchaîne tout de suite sur, je ne vous laisse pas respirer, sur le pays, et puis pour présenter la démarche, le projet, et puis ensuite Pierre pour réagir. Alors, oui, le pays, donc European Payments Initiative, donc c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à la Banque de France. Parce que bon, on parlait effectivement tout à l'heure des GAFA, mais il y a aussi, voilà, en matière de prestataires et notamment de scheme, cartes, des géants, on va dire mondiaux, internationaux, qui ne sont pas français, qui ne sont pas européens, voilà, a fortiori. Et le projet EPI a vraiment vocation à offrir une solution pan-européenne des paiements. Et ça serait vraiment le rôle unique pour les banques centrales, en tout cas de catalyseur de ce projet, hein, puisque dans nos missions, on se doit aussi d'accompagner l'innovation et donc d'accompagner ce projet, hein, qui est un projet de grande envergure, hein, puisqu'il y a une trentaine voilà, de banques qui sont impliquées dans plus de 9 pays. Et donc projet qui permettrait voilà, d'avoir une offre, on va dire, intégrée et qui contribuera à la fluidité et à l'efficacité des paiements donc à l'échelle européenne. Et par ailleurs, il est vrai que voilà, ce projet, pourquoi pas, aurait vocation à s'insérer dans le projet peut-être de distribution de l'euro numérique. Donc vraiment une ouverture et des perspectives très, très importantes au plan européen. Pierre, pour enchaîner en quelques mots, parce que je vérifie aussi l'heure et on a un peu de questions par la suite aussi. D'accord. Effectivement, en tant que citoyen européen, on ne peut que se réjouir d'une initiative comme celle-là. Quand on parle de souveraineté européenne dans les paiements, concrètement aujourd'hui, les moyens de paiement que l'on a ne sont pas européens, comme on l'a dit tout à l'heure. Et clairement, les pouvoirs publics ont joué un rôle très important pour catalyser ce type d'initiative. La Banque de France, la Banque centrale européenne, la Commission européenne ont joué un rôle clé. Finalement, sur EPI, la question qui se pose, c'est comment on trouve un nouveau modèle pour les paiements européens. On a certes Visa, Mastercard d'un côté, on a les GAFA, chacun a une vision assez claire, sont des acteurs avec une dimension mondiale. On a quand même une question fondamentale qui est de dire, on démarre d'une initiative qui est plutôt défensive, hein, sur EPI, qui est plutôt initiée par les pouvoirs publics, qui est plutôt je dirais, en réaction par rapport aux autres acteurs. Et maintenant, la question pour que cette initiative réussisse vraiment et qu'elle soit adoptée par les utilisateurs, il faut qu'elle propose quelque chose de nouveau. Donc, il faut qu'elle propose des services qui sont intéressants, qui soient unifiés, qui combinent le meilleur du digital et puis du paiement en point de vente. Ça reste quand même la majorité des paiements qu'on réalise. Et donc clairement sur EPI, il faut passer dans une dynamique qui est plus offensive, je pense, pour les banques, qui contribue à agréger des services, pourquoi pas l'euro numérique, clairement ça pourrait être un atout. Tout ça en évitant de tomber dans des situations où on perd trop de temps, dans des compromis, dans des discussions qui sont certes compliquées, mais qui à un moment doivent aboutir à une proposition de valeur qui soit claire. Et je crois qu'on a un très beau modèle européen sur la protection des données, donc avec le GDPR, qui expose des principes très clairs et qui, en fait, petit à petit, s'est répandu dans les différents pays. Sur les paiements, je pense qu'on doit aussi, voilà, c'est très lié avec les données, on doit prendre en compte ce sujet des données et faire en sorte que le modèle qu'on a en Europe, EPI, arrive à se déployer avec vraiment une expérience vraiment optimale, au même niveau, encore mieux que celle que peuvent proposer les nouveaux acteurs et les GAFA, mais avec un volet aussi protection des données et puis, je dirais, un modèle européen en soi qui fonctionne. Ça l'enjeu, donc c'est très complexe. C'est difficile d'arriver à faire ça dans des délais très courts, puisqu'on voit que les échelles de temps, notamment côté des fintechs, sont très rapides.
Mais voilà, c'est bien parti. Et on a vu qu'il y avait un communiqué de presse des banques allemandes, hein, enfin des caisses d'épargne, pas plus tard qu'hier, a été les premières à officialiser leur participation et leur investissement dans EPI. Donc voilà, c'est sur la bonne voie et on peut souhaiter beaucoup de succès à cette initiative. Merci Pierre. Donc des très grands projets globaux, multi-pays, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'ambition, de la complexité, j'ai noté tout ça. Et alors, Hervé, en préparant la table ronde, vous souhaitiez un peu nous rappeler le principe de réalité, parce que tout sera dans l'exécution à un moment donné, donc peut-être un petit point aujourd'hui sur... tout n'est pas forcément très facile sur le plan technique. Non, mais vous me laissez le mauvais rôle, là, surtout. À chaque fois qu'on se lance dans des propositions de projets innovants, vous me passez le micro pour vous dire, vous savez, tout ça, moi aujourd'hui, j'ai les pieds dans la glaise et je finis l'instant payment et la DSP2, quoi. Donc, il y a quand même un gap, ou pas une fracture, mais on sent que vous êtes largement devant et que la pauvre tortue que je suis a du mal à vous rattraper, en tout cas. Non, mais au-delà de ce discours, il faut savoir qu'aujourd'hui, on accompagne sur ces gros projets nos clients, nos établissements financiers. Pourquoi ? Parce qu'il est important qu'on ait quand même, qu'on ne soit pas toujours ou complètement en retard. Il faut qu'on fournisse des nouveaux catalogues de services adaptés à cette nouvelle technologie et à ces nouveaux cas d'usage, bien entendu. Ce qui remonte en tout cas vis-à-vis de nos établissements clients, c'est que globalement, ils ne sont pas dans une vision où ils achètent un projet et pas l'autre, etc. Ils sont plutôt dans une vision où on retrouve un peu un concept de catalogue de services, voire de plateforme de services, qui vont fournir l'ensemble de ces outils, qui vont fournir l'ensemble de ces techniques pour aborder avec grande justesse ces projets de pays et bien d'autres encore aujourd'hui. Merci Hervé. Avant de passer la parole à Faustine pour développer je dirais la dernière partie de la table ronde autour des crypto-monnaies, des incitations, comment aider, voilà, on parle de souveraineté, on parle de grands projets, comment aider les acteurs innovants à grandir. Il y a sans doute voilà, des attentes. Et Pierre, peut-être avant que Faustine le développe, introduire le dernier thème, donc au sujet des crypto-monnaies. Voilà, les pistes solutions, incitations autour de ce sujet. Alors c'est vrai qu'on a déjà parlé au début de la table ronde. Le premier constat, c'est qu'on est quand même en retard en Europe sur ces sujets. Les stablecoins US existent depuis 2-3 ans maintenant. Donc je regardais encore ce matin, on a 25 milliards de capitalisation pour l'USDC. Donc, et pourquoi on insiste autant sur les stablecoins ? Parce que c'est vrai que les crypto-monnaies, le Bitcoin, on parle beaucoup plus de Bitcoin que de stablecoin pour l'instant, mais quand on va parler vraiment de crypto-monnaies pour la vie de tous les jours, ça passe quand même forcément par des stablecoins. Donc on voit ces initiatives-là, qui est une initiative privée, hein, c'est une initiative de plusieurs banques américaines autour de Ripple. On voit l'initiative évidemment en Chine, qui est là beaucoup plus centralisée et drivée par les pouvoirs publics, c'est très clair. En Europe, finalement, c'est un peu comme au pays, c'est-à-dire que le modèle européen, c'est ni nécessairement une direction autocratique du gouvernement, ni une initiative privée, parce qu'on ne voit pas très bien quel acteur aujourd'hui aurait la capacité vraiment de lancer tout seul, je dirais, un service de ce type-là. Mais c'est une combinaison des deux. C'est vraiment une initiative publique, une réglementation qui va le favoriser, des expérimentations comme ce qui est lancé, ce qui permet à des acteurs privés de s'y pencher. Et c'est vrai qu'au sein de Soprasteria, nous, on a eu le plaisir d'accompagner la Banque de France sur ces initiatives et pour les piloter. Et donc, voilà, en Europe, on pourrait dire il y a cette perspective d'un euro numérique dans 5 ans. Et sinon, moi, je rejoins complètement ce que disait Faustine, c'est essayons d'avoir un cadre réglementaire qui permet, entre-temps, qu'il y ait des expérimentations qui soient réalisées pour qu'on ait une industrie qui se développe autour de ça. Il y a clairement toutes les compétences en France et en Europe, techniques, matérielles, pour maîtriser ces sujets et développer des services innovants.
Clairement, ce qu'on peut faire, c'est avant que l'euro numérique, je dirais, qui est quand même un projet de très grande ampleur, puisque c'est une nouvelle monnaie, arrive, essayer de favoriser le démarrage de certaines initiatives comme celle que citait Faustine tout à l'heure. C'est vrai qu'on a un premier euro numérique, enfin stablecoin euro numérique, qui a démarré en mars. Donc c'est tout petit, mais il faut l'encourager. Donc Faustine, Pierre a fait le lien, donc allez-y. Oui, alors je pense que l'enjeu en matière de souveraineté numérique aujourd'hui dans le domaine des cryptoactifs, des technologies blockchain, c'est vraiment que l'on puisse se reposer sur nos acteurs français, nos acteurs européens. Et alors oui, on peut se féliciter notamment de cette entreprise, Loog, qui a émis un stablecoin euro et qui est la première entreprise française à le faire. On peut avoir plus de crainte par rapport à cet été, l'annonce d'un très gros émetteur, donc l'émetteur du Tether, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un stablecoin dollar, qui ça y est se lance sur le stablecoin euro. Et c'est un émetteur américain. Donc là, et le danger, c'est de commencer à voir que là où on ne se saisit peut-être pas du sujet, ou alors on n'encourage pas assez nos acteurs français européens à se saisir à lancer ces stablecoins euros. En fait, il y en a d'autres qui le feront et ce sera plutôt outre-Atlantique. Donc vraiment, la souveraineté, enfin, ces enjeux de souveraineté dans le domaine, c'est vraiment qu'on ait des acteurs, des champions français et européens. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre avec le fait d'avoir une technologie européenne, une technologie privée. Ça n'a pas de sens, en tout cas dans le monde crypto-blockchain. Au contraire, on a des technologies qui sont déjà très développées, très résilientes, des réseaux publics sur lesquels, comme ils existent, comme il y a une énorme communauté déjà de développeurs qui assurent la maintenance, qui assurent les améliorations, et une énorme communauté aussi de gens qui développent des applications sur ces technologies qui existent déjà. Ils semblent beaucoup plus pragmatiques par rapport déjà au retard qu'on peut accumuler de se fonder sur ces réseaux publics. Et c'est vrai qu'il y a aussi, il faut regarder, parce que c'est, je pense, là où il y a peut-être des incompréhensions sur les bénéfices de ces réseaux publics. Et si on regarde dans le rapport de la BCE, c'était novembre 2020, je crois, sur le Digital Euro, où elle avait dans une annexe listé toutes les exigences relatives à ce Digital Euro en matière de transparence, de rapidité, de coûts, etc. Les technologies, les réseaux ouverts publics sont tout à fait compatibles avec ces exigences-là. Donc voilà, c'était une parenthèse, mais souveraineté numérique, c'est nos acteurs, mais c'est pas notre technologie propriétaire. Ça n'a pas de sens une blockchain made in France ou made in Europe comme on peut l'entendre. Donc voilà, des enjeux pour développer ces euros numériques privés à côté des initiatives de banques centrales, pour développer des nouveaux services financiers décentralisés, pour des nouvelles options de paiement qui reposent sur ces cryptoactifs. On a besoin et on a des champions à devenir en France et en Europe. Le problème, c'est qu'on a aussi beaucoup de freins au développement de ces champions français et européens. En premier lieu, parce qu'on ne les défend pas par rapport à la concurrence internationale qui est très importante. On a d'énormes plateformes qui sont déjà très compétitives aux États-Unis ou en Asie par rapport aux acteurs français. Des noms peut-être que vous avez pu voir passer, des Coinbase, Kraken, Binance. Ce sont des acteurs déjà très très bien implantés, y compris auprès du public français. Or, on ne défend pas notre industrie française vis-à-vis des acteurs. Pourquoi ? Parce que ces acteurs, aujourd'hui, exercent auprès des citoyens français sans être enregistrés, sans être réglementés par les autorités françaises. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a un régime français qui est très précurseur, qui inspire d'ailleurs ce qui va être mis en place au niveau européen. Et donc, si vous conservez des cryptoactifs pour le compte de clients, si vous permettez l'échange de cryptoactifs pour le compte de clients français, ou si vous êtes établi en France pour rendre ces services, vous avez l'obligation d'être enregistré auprès de l'AMF et la CPR. Vous êtes obligé de montrer que vous respectez notamment la réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc ça, c'est depuis 2019. Or, ce qu'on voit, on a une liste de 23 prestataires qui sont effectivement enregistrés auprès de l'AMF et de la CPR, qui sont
il me semble, je ne me trompe pas, tous des entreprises françaises, mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a des entreprises étrangères, et donc ces plateformes que je nommais, qui adressent le marché français sans s'enregistrer, et donc en fait en toute illégalité. Et cette concurrence déloyale, on ne la dénonce pas, on ne fait rien contre au niveau de nos décideurs ou nos autorités, ce qui est extrêmement frustrant pour les acteurs français qui, eux, sont très vertueux en matière de réglementation, y compris en Europe et vis-à-vis de tous nos voisins qui n'ont pas cette même réglementation. Donc déjà, valoriser ce qu'on a en France et dénoncer finalement cette concurrence déloyale qui existe, ce serait un premier pas pour les encourager et surtout réduire les frustrations qui en fait montent de plus en plus aujourd'hui. Sur la réglementation européenne qui se met en place, c'est donc une très bonne nouvelle pour les acteurs français qui donc sont déjà en train de se mettre en conformité avec finalement ce qui va arriver de très semblable au niveau européen. Donc de la même façon, c'est une très bonne nouvelle pour nous. On est bien mieux préparés. Ce qu'il faut faire attention au niveau des débats qui ne sont donc pas terminés, c'est qu'on aille bien sur une réglementation qui soit adaptée et proportionnée. Proportionnée parce que, c'est ce que je vous expliquais, on est sur une industrie en maturation. Donc qui n'est pas aussi résiliente qu'un système bancaire ou financier très établi. Donc il faut que ce soit des règles complètement adaptées qui en fait prennent en compte le fait que ce sont des entreprises qui sont pas aussi résilientes financièrement, qui ont besoin de se développer. Donc il faut trouver cet équilibre subtil entre protection du consommateur dans le cadre de la lutte contre le financement et le blanchiment du terrorisme, ce cadre qui soit un équilibre entre l'innovation et la protection. Donc faire attention à ce que ce soit proportionné et adapté, parce que peut-être ce qu'on ne fait pas assez dans la réglementation qu'on est en train de construire, c'est saisir des opportunités que les technologies blockchain et les cryptoactifs apportent en matière justement de transparence, de traçabilité. On entend souvent que les cryptoactifs sont un outil favorisé pour le blanchiment ou pour le financement du terrorisme. C'est faux si vous regardez justement les attributs de ces réseaux publics où tout est tracé, tout est public et le registre de transactions, vous pouvez y accéder de façon très simple sur Internet. Donc au contraire, et puis il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place, d'outils d'analyse transactionnelle par des acteurs, peut-être vous avez entendu parler de Chainalysis, ScoreChain, mais qui justement sont des outils vraiment très efficaces dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc dans le cadre de la réglementation qui se met en place, se saisir vraiment de ce qu'on peut mettre en place d'innovant, et y compris en matière justement d'exigences et de règles, pour favoriser cette innovation-là. L'industrie aujourd'hui a aussi un peu de mal à s'intégrer dans ce qui existe déjà. Donc il faut essayer de restaurer le dialogue entre ces acteurs innovants et d'autres acteurs traditionnels qui voient cette innovation monter et qui ont peut-être un peu de mal à l'appréhender. Donc ça, c'est vraiment notre rôle à l'association pour qu'il y ait quelques blocages qui soient levés, notamment aujourd'hui pour des acteurs de cryptoactifs ou qui font des projets dans la blockchain, c'est très compliqué d'ouvrir un compte bancaire. Donc là aussi, il y a beaucoup à faire pour surmonter ce blocage. Le financement, bien sûr, est aussi compliqué. On est sur des industries jeunes, donc qui n'ont pas forcément, des entreprises jeunes n'ont pas forcément accès au financement de marché, ou le financement bancaire également assez compliqué, y compris pendant la crise, le PGE, l'accès était très compliqué pour ces acteurs. On a assez peu en France et en Europe de business angels ou de fonds qui sont encore qui se sont spécialisés ou qui appréhendent ces sujets. Donc là aussi, il y a énormément à faire par rapport à ce qu'on voit outre-Atlantique, où là l'investissement dans l'innovation, l'investissement privé est très important. En Europe et en France aussi, c'est assez compliqué pour ces acteurs-là d'avoir du financement public, de trouver où s'insérer. C'est vrai qu'il n'y a pas souvent, même dans tout ce qui va être subvention à l'innovation, vraiment de poches allouées à l'innovation crypto. En général, on identifie l'IA, le cloud, etc. Mais les cryptoactifs, c'est très compliqué pour les acteurs de se saisir de ces financements. Et enfin, parce que je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, mais ce qui fait aussi beaucoup de mal au secteur, c'est effectivement toutes les idées préconçues qui véhiculent encore sur les cryptoactifs. On en a entendu malheureusement encore aujourd'hui. Et il faut absolument que ce soit levé, parce que finalement, c'est aussi le sous-jacent à ça, à l'adoption, à l'intégration auprès du secteur traditionnel, au fait qu'on ne mette pas forcément en place une réglementation idéal, totalement
se saisissant totalement des opportunités et des technologies. Donc voilà, beaucoup. Et du coup, c'est aussi un énorme travail que l'on fait à l'association de production de contenu pédagogique, notamment sur la question environnementale. On en est à 3 articles pour essayer vraiment de décrypter le sujet. Donc, j'espère que voilà, ces sujets seront abordés d'une meilleure façon, mais parce que c'est un énorme problème et qu'aujourd'hui, si je dois finir par ça, on voit beaucoup, on voit très bien, on veut beaucoup parler des risques, mais beaucoup moins des opportunités, et c'est dommage. Merci. Une dernière minute, je regarde, il est 51. Donc 2 dernières questions, mais on aura tenu dans le créneau imparti. Alors moi j'ai entendu beaucoup le mot réglementation et j'ai entendu le mot régulation ce matin en introduction par Eric Woerth. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça rejoint un échange préparatoire qu'on avait avec Hervé, régulation versus réglementation, on parle de réglementation adaptée. Petit mot de conclusion là-dessus. Un petit mot rapide, oui. Ce que j'allais dire, c'est au risque de me retrouver dans le bêtisier des assises, j'aurais tendance à partager cette remarque. Pour ceux qui, comme moi, ont eu de grands adolescents, on les incitait à faire leur chambre tous les jours. Et on les obligeait à le faire le dimanche. Donc en gros, on retrouve un peu ce phénomène-là dans nos activités. Aujourd'hui, bien entendu, philosophiquement parlant, je préfère être incité à aller vers un modèle, vers une technologie. Mais à un moment ou à un autre, il faut que ça avance, quoi. Et aujourd'hui, il faut réglementer, il faut contraindre aussi par cette réglementation-là. Donc c'est quelque chose que l'on vit, que l'on a. Et je pense que ce modèle-là, est un peu comme le disait Faustine, il faut trouver le juste milieu entre incitation et puis obligation, mais ça se trouve assez facilement et je pense qu'on ne peut pas couper l'un et à continuer à avancer de la même façon en tout cas. Merci à tous, merci à chacun de vous pour cette table ronde que j'ai eu le grand plaisir une nouvelle fois dans le cadre des assises d'animer, de préparer, d'animer. Donc maintenant, merci de votre attention et Jacques, je te repasse la parole.